Paris, année 2009. Dans les couloirs feutrés du palais de justice, une affaire d'une nature exceptionnelle vient de basculer dans la lumière crue des projecteurs. Pour la première fois depuis des décennies, la République française s'apprête à confronter l'un de ses propres ministres en exercice devant les tribunaux. Non pas pour une simple indiscrétion administrative, non pas pour un manquement mineur aux règles déontologiques, mais pour quelque chose de bien plus grave, de bien plus troublant, un mensonge sous serment, un faux témoignage qui aurait pu faire basculer le destin d'un homme, modifier le cours d'une enquête sensible, entacher l'intégrité même de l'institution judiciaire. L'homme au centre de cette tempête porte un nom qui résonne dans les sphères du pouvoir depuis des années. Pierre Berger, figure emblématique du monde des affaires et de la culture, conseiller des présidents, confident des grands de ce monde, ministre en fonction au moment où l'accusation tombe comme un couperet. Comment un personnage d'une telle envergure a-t-il pu se retrouver dans cette position périlleuse ? Quelle vérité cherchait-il à dissimuler au point de risquer sa réputation, sa carrière, peut-être même sa liberté ? Les documents judiciaires révèlent une histoire souterraine, une toile d'araignée de relations troubles, de déclarations contradictoires, de zones d'ombre soigneusement cultivées, des témoins qui changent soudainement leur version, des pièces à conviction qui disparaissent mystérieusement des dossiers, des conversations téléphoniques dont les enregistrements semblent avoir été effacés sans explication satisfaisante. Tout concourt à créer cette sensation troublante que quelque chose de bien plus vaste se dissimule derrière l'accusation officielle. Pourquoi la justice a-t-elle attendu si longtemps avant de porter cette affaire devant les tribunaux ? Quelles pressions, quelles influences ont pu retarder l'inévitable confrontation entre la vérité et le mensonge ? Dans les salles d'audience où cette bataille juridique sans précédent va se dérouler, chaque mot prononcé, chaque document présenté pourrait faire vaciller les fondements mêmes du système qui protège d'ordinaire ses plus hauts représentants. Le 27 octobre 2009, peu après 9 heures du matin, une silhouette solitaire franchit les grilles du tribunal correctionnel de Paris. Pierre Berger, ministre de la Coopération et du Développement en exercice, marche d'un pas mesuré, le visage fermé, conscient que chaque caméraman présent capture ce moment historique. Autour de lui, la foule des journalistes forme une marée humaine compacte, agitée, presque hostile. Car ce qui se joue dans cette matinée brumeuse d'automne dépasse largement la personne de cet homme politique, au parcours jusqu'ici irréprochable. Dans les archives du Quai d'Orsay, un dossier portant la mention confidentielle défense dort depuis exactement 18 ans. Son contenu n'a jamais été rendu public. Pourtant, plusieurs fonctionnaires ayant eu accès à ces documents affirment sous couvert d'anonymat qu'il contient des télégrammes diplomatiques, des notes manuscrites et surtout une série de témoignages enregistrés lors d'une mission parlementaire au Rwanda entre avril et juillet 1994. À cette époque, Pierre Berger n'était encore qu'un député influent, membre de la Commission des Affaires étrangères, mais déjà considéré comme un futur ministre. Sa mission officielle consistait à évaluer la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs. Ce qu'il a réellement vu et entendu là-bas n'a jamais été clairement établi. Les premières rumeurs commencent à circuler au printemps 2008 dans les milieux associatifs parisiens spécialisés dans la défense des droits de l'homme. Une jeune avocate rwandaise, Immaculée Mukeshimana, réfugiée en France depuis 15 ans, dépose une plainte auprès du procureur de la République. Elle accuse formellement Pierre Berger d'avoir produit un faux témoignage devant une commission d'enquête parlementaire internationale, témoignage qui aurait permis de disculper certains responsables français de leur implication dans les événements tragiques du printemps 1994. La plainte reste d'abord lettre morte. Les services juridiques de l'Assemblée nationale classent l'affaire sans suite, invoquant l'immunité parlementaire et le manque de preuves matérielles. Mais Immaculée Mukeshimana n'abandonne pas. Elle contacte une organisation non gouvernementale belge, Témoins sans frontières, qui décide de mener sa propre investigation. C'est là que tout bascule. Les enquêteurs exhument des archives audiovisuelles conservées dans les locaux de l'Organisation des Nations Unies à Genève. Sur ces bandes magnétiques, enregistrées en juin 1994, on entend distinctement la voix de Pierre Berger lors d'une audition à huis clos. Il affirme n'avoir rencontré aucun militaire français dans la zone de Gikongoro entre le 21 et le 25 avril.
Il déclare sous serment n'avoir constaté aucune présence d'armes de fabrication occidentale dans les mains des miliciens. Il assure que les convois humanitaires circulaient librement, sans obstruction ni contrôle militaire. Or, 3 semaines plus tard, un autre témoin comparaît devant la même commission. Il s'agit du colonel Jean-François Dumont, observateur militaire détaché auprès de la mission des Nations Unies. Son témoignage contredit point par point celui de Berger. Dumont affirme avoir croisé le député français le 23 avril, précisément à Gikongoro, en compagnie de 2 officiers de l'armée française et d'un convoi de véhicules blindés. Il décrit avec précision la scène, évoque même une brève conversation qu'ils auraient eue à propos de la situation sécuritaire. Plus troublant encore, Dumont mentionne avoir vu des caisses de munitions portant des marquages en français, entreposées dans un bâtiment administratif où Berger se serait rendu pour une réunion. Ces contradictions flagrantes auraient pu rester enfouies dans les méandres bureaucratiques de l'ONU. Mais le colonel Dumont décide de transmettre une copie de son propre témoignage écrit à l'organisation belge. Le document, authentifié par des experts en écriture et contresigné par un responsable onusien, atterrit sur le bureau du procureur près 6 mois après la plainte initiale de Mukeshimana. Cette fois, l'affaire ne peut plus être étouffée. Le 18 mars 2009, le parquet ouvre une instruction préliminaire pour faux témoignage et entrave à la justice internationale. La nouvelle filtre dans la presse le lendemain. L'Élysée garde le silence. Matignon publie un communiqué laconique évoquant le respect de la procédure judiciaire et la présomption d'innocence. Pierre Berger, lui, se mure dans un mutisme total. Aucune déclaration publique, aucune interview, aucune tentative d'explication. Ses avocats, un cabinet prestigieux spécialisé dans les affaires politico-judiciaires, se contentent d'affirmer que leur client niera fermement les accusations et démontrera qu'il s'agit d'une confusion de date et de lieu. Pourtant, dans les jours qui suivent l'ouverture de l'instruction, une série d'événements étranges vient compliquer le tableau. Le 23 mars, un incendie se déclare dans les locaux de l'organisation Témoins sans frontières à Bruxelles. Les pompiers maîtrisent rapidement les flammes, mais constatent que le feu a pris naissance précisément dans la salle d'archives où étaient conservés les documents relatifs à l'affaire Berger. La police belge évoque une défaillance électrique, sans écarter totalement la piste criminelle. Quelques jours plus tard, le 7 avril, le colonel Dumont, retraité depuis 2 ans et vivant paisiblement dans les Pyrénées-Atlantiques, est victime d'un accident de la route. Sa voiture quitte inexplicablement la chaussée sur une route départementale peu fréquentée. Les gendarmes parlent d'un malaise au volant. Dumont survit mais reste plusieurs semaines dans le coma. Ces coïncidences n'échappent pas aux observateurs attentifs. Plusieurs journaux d'investigation commencent à poser des questions embarrassantes. Qui aurait intérêt à faire disparaître les preuves ? Les réseaux politico-militaires français disposent-ils encore de moyens d'action occulte pour protéger leurs anciens cadres ? L'affaire Berger cache-t-elle en réalité un secret d'État bien plus vaste touchant à la politique africaine de la France durant les années 90, cette période trouble où diplomatie et opérations clandestines se confondaient dans l'ombre des guerres civiles ? En septembre 2009, malgré les obstacles et les disparitions suspectes de témoins potentiels, le juge d'instruction décide de renvoyer Pierre Berger devant le tribunal correctionnel. La décision provoque un séisme politique. Pour la première fois depuis l'affaire des diamants impliquant un ancien président, un ministre en exercice doit répondre de ses actes devant la justice ordinaire. Le gouvernement tergiverse durant 48 heures avant d'annoncer que Berger conserve son portefeuille ministériel jusqu'au verdict, mais qu'il se met en retrait de ses fonctions opérationnelles. Maintenant, en ce matin d'octobre, l'homme qui franchit les marches du palais de justice porte sur ses épaules le poids d'accusations qui pourraient de faire vaciller tout l'édifice de la respectabilité républicaine. L'histoire véritable de Pierre Berger commence bien avant cette journée d'octobre. Elle remonte à une époque où son nom ne figurait encore dans aucun journal, à une période trouble de sa carrière que les archives officielles semblent curieusement avoir effacée. Dans les couloirs feutrés du ministère des Affaires étrangères, certains fonctionnaires évoquent encore à voix basse une mission en Afrique centrale, au début des années 90, dont les contours demeurent flous. Une mission dont Berger lui-même ne parle jamais. Le dossier d'accusation révèle un détail troublant. Le faux témoignage qui lui est reproché concerne directement cette période africaine.
Plus précisément, il s'agit d'une déposition effectuée le 14 février 2008 devant la commission d'enquête parlementaire sur les contrats d'armement. Ce jour-là, Pierre Berger avait déclaré sous serment n'avoir jamais rencontré un certain Édouard Malonga, homme d'affaires congolais au passé sulfureux, connu pour ses liens avec plusieurs régimes autoritaires. Il avait affirmé, la main posée sur la Constitution, ne rien savoir des transactions financières qui avaient alimenté les caisses de certains partis politiques français durant la campagne présidentielle de 2007. Pourtant, 3 photographies retrouvées dans les archives personnelles d'un journaliste décédé racontent une toute autre histoire. Sur ces clichés datés du 23 août 1993, on distingue clairement Pierre Berger, plus jeune de 15 ans, attablé dans un restaurant de Brazzaville en compagnie d'Édouard Malonga et de 2 autres hommes non identifiés. L'atmosphère semble détendue, presque joviale. Le journaliste qui avait pris ces images, Marc Delœuvre, correspondant pour plusieurs titres de la presse francophone, avait noté au dos de l'une d'elles une phrase énigmatique. « Ils ne savent pas que je les observe. La vérité finira par éclater. » Marc Delœuvre n'aura jamais l'occasion de publier son reportage. Le 8 novembre 1994, son corps est retrouvé dans sa chambre d'hôtel à Kinshasa. Cause officielle du décès, crise cardiaque. Pourtant, l'homme n'avait que 42 ans, était non-fumeur, pratiquait la course à pied 3 fois par semaine. Aucune autopsie n'a été pratiquée. Ses notes et son matériel photographique ont disparu. Seules ces 3 photographies subsistent, découvertes par hasard 15 ans plus tard, dans un carton oublié chez sa sœur, qui ignorait leur existence. Mais comment ces images sont-elles parvenues entre les mains des juges d'instruction? La réponse se trouve dans un document confidentiel daté du 6 juin 2009, estampillé « Diffusion restreinte, service de renseignement territorial ». Le rapport, long de 17 pages, détaille une enquête menée pendant près de 8 mois sur les finances occultes de plusieurs personnalités politiques. À la page 12, un paragraphe attire l'attention. Il y est question d'un versement de 3 200 000 € effectué depuis un compte offshore des îles Caïmans vers une société écran basée au Luxembourg, le 22 mars 2007, soit 3 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Le bénéficiaire final, une structure de financement liée au parti dont Pierre Berger était alors le trésorier adjoint. Le juge instructeur chargé de l'affaire, Sylvie Marchand, magistrate reconnue pour son intégrité inflexible, a reçu ces photographies dans une enveloppe Kraft sans mention d'expéditeur, le 13 juillet 2009. L'enveloppe avait été déposée directement dans sa boîte aux lettres personnelle à son domicile privé. Détail troublant, personne, hormis ses proches, ne connaissait cette adresse. Quelqu'un voulait manifestement que la vérité éclate, mais préférait rester dans l'ombre. Quelqu'un qui disposait de moyens considérables et d'informations sensibles. Lorsque Sylvie Marchand confronte Pierre Berger aux photographies lors d'une audition à huis clos le 28 juillet, la réaction du ministre est surprenante. D'après le procès-verbal de l'interrogatoire, il reste silencieux pendant près de 2 minutes, fixant les images comme hypnotisé. Puis il déclare simplement « Ces photographies ne prouvent rien. J'ai rencontré des centaines de personnes durant mes missions africaines. Je ne me souviens pas de cet homme. » Une réponse qui sonne faux même aux oreilles des plus indulgents, car Édouard Malonga n'est pas n'importe qui. Cet homme, aujourd'hui âgé de 68 ans et résidant officiellement à Genève, a bâti sa fortune sur le commerce de matières premières dans des zones de conflit. Son nom apparaît dans au moins 4 enquêtes internationales sur le blanchiment d'argent et le trafic d'armes. En 1993, au moment où la photographie a été prise, il contrôlait l'essentiel des exportations de coltan congolais, ce minerai stratégique indispensable à l'industrie électronique. Une position qui lui donnait un pouvoir considérable et des revenus colossaux, dont une partie était régulièrement recyclée en Europe. Un ancien collaborateur de Malonga, réfugié en Belgique sous protection policière, a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Selon ses déclarations enregistrées le 15 septembre 2009, Pierre Berger aurait servi d'intermédiaire discret entre Malonga et certaines autorités françaises durant toute la décennie 90. Berger était l'homme de confiance, affirme ce témoin dont la voix tremble légèrement sur l'enregistrement. Il arrangeait les rencontres, facilitait les transferts. En échange, il recevait des sommes considérables
versés sur des comptes qu'il pensait invisibles. Le témoin ajoute un détail glaçant. Tous ceux qui ont voulu parler ont eu des problèmes. Marc de l'œuvre n'était pas le seul. Effectivement, une liste macabre commence à se dessiner. Henri Kouassi, ancien ministre ivoirien qui menaçait de révéler les dessous de certains contrats pétroliers, meurt dans un accident d'avion en 1996. Sophie Rambaud, auditrice à la Cour des comptes qui enquêtait sur des flux financiers suspects, se suicide par défenestration en 2003. Thomas Lefebvre, journaliste d'investigation, disparaît mystérieusement lors d'un reportage au Tchad en 2005. Son corps n'a jamais été retrouvé. Tous avaient un point commun. Ils s'intéressaient de près au réseau franco-africain et aux circulations d'argent entre le continent noir et les structures politiques européennes. Tous avaient, d'une manière ou d'une autre, croisé le nom de Pierre Berger dans leurs investigations. Simple coïncidence ou élimination méthodique des témoins gênants? Le procès qui s'ouvre en ce matin d'octobre ne porte officiellement que sur un faux témoignage. Mais dans les travées du tribunal, chacun comprend que l'enjeu dépasse largement cette qualification juridique. Ce qui se joue réellement, c'est la mise au jour d'un système souterrain qui irrigue la politique française depuis des décennies, un réseau d'influence et d'argent sale dont les ramifications s'étendent bien au-delà des frontières nationales. Et Pierre Berger, ce ministre élégant au regard fuyant, pourrait bien être la clé qui déverrouille tous les secrets. Dans les heures qui précèdent l'ouverture des débats, une rumeur circule parmi les avocats de la défense. Un nouveau témoin aurait contacté le tribunal, proposant des révélations explosives, mais personne ne sait encore si cet homme ou cette femme osera franchir la porte de la salle d'audience. La première fissure dans le silence officiel apparut de manière inattendue. En avril 2007, un archiviste du Quai d'Orsay nommé Laurent Deschamps contacta discrètement un journaliste d'investigation réputé pour ses enquêtes sur les zones grises de la diplomatie française. L'homme, habituellement prudent, semblait profondément troublé. Il évoqua des documents qu'il avait découverts par hasard en classant des dossiers destinés à la déclassification. Des télégrammes diplomatiques, des notes de service, des rapports de mission datant de la période comprise entre 1991 et 1995. Tous concernaient des opérations menées dans la région des Grands Lacs africains, et tous mentionnaient le nom de Pierre Berger. Le journaliste accepta de rencontrer Deschamps dans un café discret du 15e arrondissement. Ce qui devait être un simple entretien préliminaire se transforma en révélation stupéfiante. L'archiviste avait apporté des photocopies, dissimulées dans une chemise ordinaire. Il les étala sur la table avec des mains tremblantes. Le premier document portait la mention rouge « Diffusion restreinte, secret défense ». Il s'agissait d'un rapport rédigé en janvier 1993, signé par un certain commandant Vautrin, attaché militaire à l'ambassade de France à Kigali. Le texte décrivait avec une précision clinique une réunion tenue dans les locaux de la Direction générale de la sécurité extérieure, où Pierre Berger, alors simple conseiller diplomatique, aurait présenté un plan d'influence auprès de certaines factions politiques rwandaises. Mais ce qui glaça le sang du journaliste ne fut pas tant le contenu du rapport que la note manuscrite ajoutée en marge, d'une écriture serrée et nerveuse. Attention, opération sensible, aucune trace écrite ultérieure, destruction recommandée après exécution. Laurent Deschamps expliqua que ce document aurait dû être détruit depuis longtemps. Il ne comprenait pas comment il avait pu survivre aux purges systématiques des archives sensibles, peut-être un oubli, peut-être une volonté délibérée de quelqu'un qui voulait préserver une preuve. Le journaliste photographia discrètement les pages, remercia l'archiviste et promit la plus grande discrétion. Ils se séparèrent dans la grisaille parisienne. Jamais ils ne se revirent. 3 semaines plus tard, Laurent Deschamps fut retrouvé mort dans son appartement de Montreuil. Crise cardiaque selon le certificat médical. Il avait 42 ans et aucun antécédent cardiologique connu. La disparition brutale de Deschamps aurait pu clore définitivement cette piste, mais le journaliste, méfiant par nature et habitué aux pressions, avait pris ses précautions. Il confia copie des documents à un confrère belge et entreprit de vérifier les informations contenues dans les rapports.
Le commandant Vautrin, mentionné dans le premier télégramme, avait pris sa retraite et vivait désormais dans une petite ville du Lot. Après plusieurs refus, il accepta finalement de recevoir le journaliste, à condition que l'entretien reste officieux. Ce que Vautrin révéla lors de cette rencontre dépassa toutes les attentes. L'ancien militaire, rongé par des années de silence, raconta une histoire qui contredisait frontalement la version officielle. Selon lui, Pierre Berger n'était pas un simple conseiller technique lors de sa mission africaine. Il jouait un rôle central dans une opération clandestine visant à maintenir l'influence française dans une région stratégique, riche en minerais et en position géopolitique. Berger aurait rencontré à plusieurs reprises des responsables militaires et politiques, dont les noms, quelques mois plus tard, seraient associés aux massacres les plus sanglants de la décennie. Vautrin évoqua une réunion particulière, tenue dans une villa discrète de la banlieue de Kigali, en mars 1993. Berger y était présent, accompagné de 2 agents de la DGSE. Les discussions portaient sur des livraisons d'armement, des formations militaires, des soutiens logistiques. Le commandant Vautrin, présent en tant qu'observateur, avait rédigé un compte-rendu qu'il avait transmis à sa hiérarchie. Mais ce rapport, comme tous ceux qui évoquaient les aspects les plus sensibles de la présence française, avait été classifié au niveau le plus élevé, puis il avait disparu. L'ancien militaire sortit de son bureau un carnet à la couverture usée, un journal personnel qu'il tenait à l'époque. Il le feuilleta jusqu'à une page datée du 27 mars 1993. L'écriture était fine, appliquée. Il lut à voix haute « Réunion ce soir avec B et les 2 types de Paris. Discussion sur équipement lourd. Ambiance électrique. B insiste pour accélérer. J'ai un mauvais pressentiment. Ces gens ne veulent pas négocier. Ils veulent écraser. Sommes-nous en train de donner les moyens d'un massacre ? Le journaliste enregistra ces paroles, prit des notes détaillées, photographia les pages du carnet. Il demanda pourquoi Vautrin avait attendu si longtemps pour parler. La réponse fut simple et terrible. La peur. Peur pour sa carrière, peur pour sa famille, peur de représailles. Mais aujourd'hui, âgé et malade, il estimait que le silence était devenu plus lourd à porter que les risques encourus. De retour à Paris, le journaliste tenta de croiser ces informations avec d'autres sources. Il contacta d'anciens agents de renseignement, des diplomates retraités, des observateurs internationaux ayant travaillé dans la région. Certains refusèrent catégoriquement de parler. D'autres confirmèrent, sous couvert d'anonymat, l'existence d'opérations occultes menées par la France à cette période. Un ancien membre de la cellule Afrique de l'Élysée évoqua même un réseau parallèle, échappant au contrôle parlementaire, pilotant des interventions inavouables dans plusieurs pays du continent. Pierre Berger aurait été l'un des rouages essentiels de ce dispositif, mais rassembler des preuves tangibles se révélait presque impossible. Les archives étaient verrouillées, les témoins se taisaient ou mouraient. Le journaliste découvrit bientôt qu'il était lui-même surveillé. Des voitures garées devant son domicile, des appels anonymes, des intrusions dans son bureau. Il décida de publier une première enquête prudente mais suggestive dans un hebdomadaire d'investigation. L'article fit sensation. Pour la première fois, le nom de Pierre Berger apparaissait publiquement associé à des zones d'ombre diplomatiques. La réaction fut immédiate et violente. Le ministère des Affaires étrangères publia un démenti catégorique. Pierre Berger, désormais figure montante du gouvernement, intenta un procès en diffamation contre le journaliste et le magazine. Les avocats de la défense réclamèrent l'accès aux archives classifiées. Le tribunal rejeta la demande au motif de la sécurité nationale. Le procès s'enlisa dans des procédures interminables. Pendant ce temps, d'autres témoins potentiels disparaissèrent de la circulation. Un ancien coopérant français, ayant travaillé au Rwanda à l'époque, quitta précipitamment le pays pour s'installer en Amérique du Sud. Un fonctionnaire du ministère prit une retraite anticipée et cessa tout contact avec ses anciens collègues. Une journaliste indépendante qui menait sa propre enquête parallèle fut victime d'un accident de la route sur une autoroute déserte. Elle survécut mais perdit la mémoire des semaines précédant le drame. Le dossier semblait condamné à rejoindre les innombrables secrets enfouis de la République. Mais un événement imprévu allait tout changer.
Le soir du 18 avril 2007, Laurent Deschamps quitta son appartement du 15e arrondissement pour une promenade habituelle. Il ne revint jamais. Son corps fut découvert 3 jours plus tard dans un canal de la banlieue nord, les poches remplies de pierres. La police conclut rapidement à un suicide, malgré les ecchymoses suspectes sur ses avant-bras et l'absence totale de lettres d'adieu. Sa femme, interrogée par les enquêteurs, mentionna qu'il avait paru nerveux ces derniers temps, qu'il parlait dans son sommeil de noms et de dates. Elle ne comprit jamais pourquoi personne ne voulut écouter ses doutes. Le journaliste qui avait rencontré Deschamps, un certain Philippe Morin, reçut un avertissement plus subtil. 2 hommes en costume sombre se présentèrent à son bureau du journal Le Monde sans rendez-vous. Ils exhibèrent des cartes officielles portant le sceau de la Direction générale de la sécurité intérieure. La conversation resta courtoise, presque aimable. Ils évoquèrent sa carrière brillante, ses 2 enfants scolarisés au lycée Henri IV, sa femme professeure à la Sorbonne. Ils ne formulèrent aucune menace explicite. Simplement, ils lui suggérèrent de se concentrer sur des sujets moins sensibles pour la sécurité nationale. Morin comprit le message. Les dossiers que Deschamps lui avait transmis disparurent de son coffre personnel dans la semaine qui suivit. Aucune effraction ne fut constatée. La serrure fonctionnait parfaitement. Mais un document avait échappé à cette purge silencieuse. Une photocopie que Deschamps avait envoyée par précaution à son frère aîné, professeur de droit constitutionnel à l'université de Lille. Cet homme, René Deschamps, ne comprit l'importance de ces feuillets qu'après la mort de Laurent. Le texte rédigé en août 1996 portait l'en-tête du Conseil d'État. Il s'agissait d'une note interne, jamais destinée à la publication, analysant les risques juridiques d'une procédure contre un ministre en exercice. Le document mentionnait explicitement Pierre Berger et détaillait les incohérences flagrantes dans son témoignage lors d'une enquête préliminaire concernant des financements occultes de campagnes électorales. L'auteur de la note, un magistrat dont le nom avait été caviardé, concluait par cette phrase glaçante : « Les contradictions relevées dans la déposition du ministre constituent des éléments suffisants pour caractériser un faux témoignage. » Toutefois, l'engagement d'une procédure judiciaire à ce stade présenterait des risques politiques majeurs pour l'institution. René Deschamps, bouleversé par la mort suspecte de son frère, décida de rompre le silence. Il contacta un avocat spécialisé dans les affaires d'État, maître Isabelle Fourcade, une femme réputée pour son intransigeance et son indépendance. Elle accepta d'examiner le dossier. Ce qu'elle découvrit la plongea dans un abîme de questions sans réponse. Le témoignage de Pierre Berger portait sur une affaire remontant à 1992, lorsqu'il occupait le poste de ministre délégué au commerce extérieur. Une enquête judiciaire avait été ouverte suite à la plainte d'un entrepreneur proche du Parti socialiste qui accusait certains responsables gouvernementaux d'avoir détourné des fonds destinés à des contrats d'armement avec des pays africains. Berger avait été auditionné comme témoin, non comme suspect. Pourtant, selon la note du Conseil d'État, ces déclarations contenaient des contradictions majeures sur les dates, les montants et les personnes présentes lors de réunions clés. Maître Fourcade entreprit de recouper ces informations. Elle retrouva trace de l'enquête initiale dans les archives du tribunal de grande instance de Paris. Le dossier avait été classé sans suite en 1993, officiellement faute de preuves suffisantes. Mais en examinant les procès-verbaux d'audition, elle constata que plusieurs pièces essentielles manquaient. Les pages étaient numérotées de 1 à 47, puis sautées directement à 53. 5 pages avaient été retirées du dossier, sans mention ni justification. Le greffier qui avait constitué le dossier à l'époque, un fonctionnaire méticuleux nommé Georges Lacroix, était décédé dans un accident de voiture en 1995. Sa veuve affirma à l'avocate qu'il avait été obsédé par cette affaire pendant des mois avant sa mort, répétant qu'on l'avait forcé à falsifier certains documents. Elle n'avait jamais osé en parler publiquement, par peur des représailles. Les recherches de maître Fourcade la conduisirent vers une autre piste troublante. L'entrepreneur qui avait porté plainte initialement, un certain Alain Mérieux, avait quitté précipitamment la France en 1993, quelques semaines après le classement de l'affaire.
Il s'était installé au Maroc, où il dirigeait désormais une petite société d'import-export. L'avocate parvint à le joindre par téléphone. L'homme, d'abord méfiant, accepta finalement de parler sous couvert d'anonymat. Sa voix tremblait lorsqu'il évoqua les pressions qu'il avait subies. Des hommes l'avaient menacé, puis ils avaient fait une offre qu'il ne pouvait refuser. 200 000 francs en liquide contre son silence et son départ immédiat du territoire français. Il avait accepté, terrorisé pour sa famille. Avant de raccrocher, il murmura une dernière phrase qui résonna longtemps dans l'esprit d'Isabelle Fourcade. Berger savait tout, il était présent à chaque réunion, mais quelqu'un de plus puissant que lui a décidé qu'il fallait effacer les traces. Dans les archives du ministère de la Justice française, dissimulées parmi des milliers de dossiers routiniers, se trouvait un document daté du 23 mai 2007. Une simple chemise cartonnée, référencée sous le code JX 1472B que personne n'aurait dû consulter avant l'année 2057. Pourtant, quelqu'un y avait eu accès. Les traces de manipulation étaient visibles sur le registre électronique, une connexion établie le 16 avril 2007 à 23h42, 2 jours avant la disparition de Laurent Deschamps. L'adresse IP menait vers un terminal du Palais Bourbon, le siège de l'Assemblée nationale. Ce document contenait le témoignage intégral de Pierre Berger lors de sa déposition du 9 mars 1998, avant qu'il ne devienne le personnage public que tout le monde connaissait. À cette époque, Berger n'était qu'un jeune inspecteur des finances fraîchement nommé, chargé d'auditer une série de transactions immobilières dans le sud de la France. Son rapport, long de 87 pages, décrivait avec une précision chirurgicale un réseau de sociétés écrans qui blanchissaient des fonds provenant de sources troubles. Mais ce qui rendait ce document explosif, ce n'était pas tant son contenu que ce qui avait été ajouté en marge, de la main même de Berger, une liste de 8 noms, tous accompagnés de montants vertigineux. Parmi ces noms figurait celui de Jean-Michel Favier, à l'époque président d'une commission parlementaire sur la transparence financière. Les chiffres inscrits à côté de son nom dépassaient les 3 millions de francs. Plus troublant encore, la dernière annotation de Berger, griffonnée au crayon et partiellement effacée, confirmation reçue de la source B, document bancaire en possession, rendez-vous prévu le 15 mars. Le 15 mars 1998. Cette date résonnait étrangement avec un événement presque oublié, l'incendie qui avait ravagé les bureaux d'un cabinet d'expertise comptable à Lyon, faisant 2 victimes. L'enquête avait conclu à un court-circuit électrique. Mais les pompiers intervenus ce soir-là avaient à tout remarqué la même chose. L'odeur caractéristique d'un accélérateur chimique, une substance que les experts identifièrent plus tard comme du phosphore blanc, un composé rarissime dans un contexte civil. Le rapport des pompiers mentionnait également la découverte d'un coffre-fort forcé dans les décombres, complètement vide. Sylvie Moreau, la secrétaire qui avait survécu à l'incendie en quittant le bureau quelques minutes plus tôt, avait raconté aux enquêteurs une version qui ne figura jamais dans le rapport officiel. Elle se souvenait avoir vu 2 hommes dans le hall d'entrée attendant l'ascenseur. Leur allure n'avait rien de remarquable, costume sombre, attaché case, mais leur regard l'avait mise mal à l'aise. L'un d'eux portait une mallette métallique qu'il tenait avec une attention particulière, comme si son contenu était infiniment précieux ou infiniment dangereux. Quand elle les avait recroisés en sortant, ils montaient vers le 6e étage, celui où se trouvaient les archives du cabinet. Le feu s'était déclaré exactement 37 minutes après son départ. Berger n'assista jamais au rendez-vous du 15 mars. Le matin même, il reçut un appel téléphonique qui modifia radicalement sa trajectoire. Quelqu'un dont l'identité ne fut jamais établie lui proposa un poste au cabinet du ministre de l'économie avec un salaire multiplié par 4 et des perspectives de carrière exceptionnelles. La seule condition, abandonner immédiatement son enquête sur les transactions immobilières et remettre l'intégralité de ses documents à son supérieur hiérarchique. Berger accepta. Son rapport fut classé confidentiel défense et disparut dans les profondeurs administratives. Mais une copie avait survécu.
Laurent Deschamps l'avait obtenue d'une manière que personne ne put jamais vraiment expliquer. Dans son coffre personnel à la banque, découvert après sa mort, les enquêteurs trouvèrent non seulement le rapport de Berger, mais également des relevés bancaires détaillés, des enregistrements audio de conversations téléphoniques et une série de photographies prises à l'insu des sujets. Sur l'une d'elles, on distinguait clairement Berger sortant d'un restaurant parisien en compagnie de Favier en décembre 2006. Les deux hommes semblaient en pleine discussion animée. Une autre photo, datée de janvier 2007, montrait Berger remettant une enveloppe Kraft à un homme aux cheveux gris que plusieurs témoins identifièrent plus tard comme étant Maître Rousseau, l'avocat qui défendrait Favier dans le procès à venir. Le juge d'instruction Martin Leclerc, qui hérita du dossier Deschamps en mai 2007, comprit immédiatement qu'il tenait entre ses mains quelque chose d'extraordinairement sensible. Les documents saisis dans le coffre établissaient un lien direct entre Berger et les faits reprochés à Favier. Plus grave encore, ils suggéraient que Berger, devenu entre-temps ministre délégué au budget, avait non seulement connaissance des malversations depuis près de 10 ans, mais qu'il avait activement participé à leur dissimulation. Le témoignage que Berger s'apprêtait à délivrer au tribunal n'était donc pas celui d'un observateur neutre, mais celui d'un acteur impliqué jusqu'au cou dans l'affaire qu'il prétendait éclaircir. Leclerc convoqua Berger pour un interrogatoire préliminaire le 6 juin 2007. La rencontre eut lieu dans le bureau du juge, en présence de 2 greffiers et d'un avocat commis d'office. Berger ayant refusé de faire appel à son conseil habituel. L'interrogatoire dura 6 heures. Selon les notes prises par l'un des greffiers, notes qui ne figurèrent jamais au dossier officiel mais qu'une source anonyme transmit plus tard à plusieurs journalistes, Berger admit avoir rédigé le rapport de 1998, mais nia catégoriquement toute implication ultérieure. Les montants mentionnés dans ces annotations marginales correspondaient, affirma-t-il, à des estimations non vérifiées, de simples hypothèses de travail qu'il n'avait jamais eu l'occasion de confirmer. Quant au rendez-vous du 15 mars, il expliqua qu'il s'agissait d'une rencontre avec un informateur qui ne s'était jamais présenté. Mais Leclerc possédait un atout que Berger ignorait, les enregistrements audio trouvés dans le coffre de Deschamps. Sur l'un d'eux, daté du 18 décembre 2006, on entendait distinctement 2 voix, identifiées par expertise phonétique comme étant celles de Berger et Favier. La conversation était fragmentaire, parasitée par le bruit ambiant d'un restaurant, mais certaines phrases émergeaient avec une clarté glaçante. La voix de Favier demandait « Tu es certain que les originaux ont été détruits ?» Et celle de Berger répondait « Tout a brûlé à Lyon. Il ne reste rien. » Puis, après un silence, « Mais si quelqu'un avait fait des copies ?» La réponse de Berger venait tranquille et assurée. « Impossible, j'étais le seul à avoir accès aux archives cette nuit-là. » La chambre d'hôtel où Roland Dumas avait passé la nuit du 22 au 23 mai 2007 était située au 3e étage du Bristol, avenue Montaigne. Un établissement discret, fréquenté par la haute bourgeoisie parisienne et les diplomates en mission délicate. Le registre de l'époque mentionnait une réservation au nom d'une société de conseil basée au Luxembourg, détail qui n'aurait jamais attiré l'attention si un employé de la réception n'avait conservé dans ses papiers personnels une copie du formulaire d'enregistrement. Cet homme, Pierre Malherbe, était décédé dans des circonstances troublantes en août 2009, renversé par un véhicule qui n'avait jamais été retrouvé. Sa veuve avait découvert ces documents en triant ses affaires, mais elle n'en avait compris la portée que bien plus tard, lorsqu'un journaliste était venu frapper à sa porte. Ce que révélait ce formulaire dépassait toutes les attentes. Dumas n'était pas seul cette nuit-là. 3 autres personnes avaient signé le registre sous des identités différentes, toutes liées à la même réservation. Parmi elles, un homme dont le nom apparaissait sous une orthographe légèrement modifiée, mais dont l'écriture correspondait trait pour trait à celle de Pierre Berger. Les experts en graphologie consultés officieusement avaient confirmé la similarité troublante des signatures. Plus troublant encore, l'un des autres noms correspondait à un ancien magistrat du parquet de Paris, un homme qui, quelques mois plus tard,
serait nommé à un poste clé au sein du Conseil supérieur de la magistrature. La rencontre de cette nuit-là n'avait laissé aucune trace officielle, aucun procès-verbal, aucun rapport, aucune mention dans les agendas ministériels. Pourtant, 24 heures plus tard, le dossier concernant Berger franchissait une étape décisive. Un document interne du ministère, rédigé dans un style juridique impeccable, proposait une reformulation complète de l'accusation. Les termes employés étaient d'une précision chirurgicale, comme si l'auteur avait anticipé chaque argument de la défense. Ce texte portait les initiales RD en marge, tracées au stylo bleu, avec cette élégance particulière qui caractérisait l'écriture de Dumas. Un détail avait échappé à presque tous les observateurs. Le lendemain de cette réunion clandestine, un virement bancaire de 150 000 € avait été effectué depuis un compte domicilié aux îles Caïmans vers une fondation culturelle dont Dumas était le président d'honneur. L'origine des fonds restait opaque, dissimulée derrière une série de sociétés écrans immatriculées dans des paradis fiscaux. Les enquêteurs financiers qui s'étaient penchés sur cette transaction, bien des années plus tard, avaient conclu à l'impossibilité de remonter la chaîne. Trop de couches juridiques, trop de juridictions complices, trop de temps écoulé. Mais une note manuscrite retrouvée dans les archives d'un cabinet d'avocats genevois mentionnait explicitement ce transfert, accompagné d'une mention lapidaire qui glaçait le sang, pour service rendu dans l'affaire B. Le procès de Berger s'était ouvert le 12 octobre 2007 devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. La salle était bondée, la presse nationale et internationale couvrait l'événement avec une intensité rarement observée. Sur le banc des accusés, Berger affichait une sérénité presque hautaine, persuadé que la vérité éclaterait. Ses avocats avaient préparé une défense minutieuse, construite sur des témoignages irréfutables et des documents authentifiés. Mais dès la première audience, quelque chose clochait. Le président du tribunal, un homme d'ordinaire méticuleux et rigoureux, semblait éviter certaines questions. Les objections de la défense étaient rebalayées avec une rapidité déconcertante, tandis que l'accusation bénéficiait d'une complaisance inhabituelle. Un témoin clé devait comparaître le 3e jour, un ancien collaborateur de Berger qui aurait pu apporter un éclairage décisif sur les transactions financières litigieuses. La veille de son témoignage, cet homme avait été hospitalisé en urgence pour une crise cardiaque foudroyante. Les médecins avaient parlé d'un accident vasculaire extrêmement rare chez un individu de 42 ans, sportif et sans antécédents médicaux. Sa déposition écrite, rédigée quelques jours plus tôt et confiée à son avocat, avait mystérieusement disparu du coffre-fort du cabinet. Personne n'avait forcé la serrure, aucune trace d'effraction, comme si quelqu'un possédait les codes d'accès. Le procès s'était poursuivi dans une atmosphère de plus en plus pesante. Berger, d'ordinaire maître de ses émotions, avait commencé à montrer des signes de tension. Lors d'une suspension d'audience, un journaliste l'avait entendu murmurer à son avocat principal une phrase qui serait rapportée plus tard. « Ils ont tout verrouillé. Nous jouons une pièce déjà écrite. » Cette déclaration n'avait jamais été publiée à l'époque, jugée trop explosive, trop susceptible de déclencher une tempête médiatique incontrôlable. Mais elle circulait dans les cercles initiés, murmurée entre confrères lors de dîners privés, symbole d'une justice que certains soupçonnaient d'être devenue un simple théâtre d'ombre. Le verdict était tombé le 23 novembre 2007. Condamnation avec sursis, amende symbolique, mais surtout une réputation durablement écornée. Berger avait quitté le tribunal sans un mot, le visage fermé, tandis que les photographes mitraillaient sa silhouette voûtée. Dans les jours qui avaient suivi, plusieurs articles de presse avaient souligné l'étrangeté de ce procès, les zones d'ombre inexpliquées, les témoins absents, les documents disparus. Mais aucun média n'avait osé pointer directement du doigt l'implication possible d'un ministre en exercice. 3 semaines après le jugement, un coursier anonyme avait déposé une enveloppe Kraft au siège d'un grand quotidien parisien. À l'intérieur, une série de photocopies de relevés bancaires, de courriels cryptés et de notes manuscrites. Les journalistes qui avaient examiné ces pièces avaient immédiatement compris leur valeur explosive.
Mais la direction du journal avait interdit toute publication, invoquant des risques juridiques insurmontables et des menaces de représailles gouvernementales. Le rédacteur en chef, qui avait insisté pour enquêter davantage, avait été remercié 2 mois plus tard, officiellement pour restructuration économique. Les documents révélaient un réseau d'influence tentaculaire, reliant des personnalités politiques de premier plan, des magistrats, des financiers et des intermédiaires opérant dans l'ombre. Au centre de cette toile se dessinait une vérité insupportable. Certains procès n'étaient pas destinés à établir la justice, mais à servir d'instrument de pouvoir, à éliminer des gêneurs, à protéger des intérêts inavouables. Le dossier Berger en était l'illustration parfaite, une mise en scène judiciaire orchestrée depuis les plus hautes sphères de l'État, avec la complicité tacite d'acteurs qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Restait une question lancinante que personne n'osait formuler publiquement, mais qui hantait tous ceux qui avaient effleuré cette affaire. Jusqu'où remontait véritablement cette conspiration et combien d'autres procès avaient été manipulés de la même manière? Le dossier qui se trouvait ce matin-là du 17 octobre 2008 sur le bureau du juge d'instruction Philippe Courroy contenait une pièce qui aurait dû détruire toute l'architecture de l'accusation. Une attestation notariée datée du 28 avril 2007, signée par Christine de Virjoncourt elle-même, où elle affirmait n'avoir jamais rencontré Pierre Berger lors des événements décrits dans son témoignage initial. Le document portait le sceau d'un notaire parisien de la rue de Rivoli, maître Arnaud Montesquieu, un homme qui jouissait d'une réputation irréprochable dans les cercles juridiques de la capitale. Pourtant, cette attestation ne figure dans aucun procès-verbal officiel, elle n'a jamais été versée au dossier d'instruction. 3 semaines après l'avoir rédigée, maître Montesquieu démissionnait de sa charge sans explication, vendait son étude dans des conditions financières désavantageuses et quittait la France pour s'installer au Portugal, dans une villa isolée près de Casquet. Les journalistes qui tentèrent de le joindre se heurtèrent à un silence obstiné. Sa secrétaire, interrogée sous serment, déclara ne se souvenir d'aucun document concernant Christine de Virjoncourt. L'existence de cette attestation ne fut révélée que grâce à l'obstination d'un archiviste du ministère de la Justice, Guillaume Ferrand, qui découvrit une copie numérisée dans un dossier temporaire destiné à l'effacement automatique. Ferrand fit ce qu'aucun fonctionnaire prudent n'aurait osé faire. Il en conserva une trace sur une clé USB qu'il cacha chez sa sœur, à Lyon. 2 mois plus tard, il était muté dans un service administratif sans intérêt à Cayenne, en Guyane française, avec une promotion dérisoire qui ressemblait davantage à un exil doré qu'à une récompense. La question centrale demeurait pourtant intacte. Comment Pierre Berger, ministre en exercice des Affaires étrangères depuis mars 2006, avait-il pu se retrouver impliqué dans une affaire qui remontait à l'époque Dumas, alors qu'officiellement il n'occupait aucune fonction gouvernementale à cette période? Les archives du Quai d'Orsay révèlent une anomalie troublante. Entre septembre 1997 et janvier 1998, Berger avait effectué 4 voyages non officiels au Pakistan, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, toujours sous couverture d'une mission culturelle liée à la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Un câble diplomatique déclassifié par erreur en 2012 mentionne pourtant sa présence lors d'un dîner privé à Islamabad, en compagnie du directeur adjoint de la Thomson CSF, Alfred Sirven, et d'un général pakistanais dont le nom a été expurgé du document. Le câble, rédigé par un attaché militaire français, décrit une discussion portant sur les capacités techniques des frégates vendues au Pakistan et sur les commissions versées aux intermédiaires. Le ton du document est neutre, administratif, mais une phrase attire l'attention. M. Berger a insisté sur la nécessité d'une coordination discrète avec les décideurs locaux, hors des canaux officiels. La coordonnatrice de cette coordination discrète n'était autre que Christine de Virjoncourt. Ses agendas personnels, saisis lors d'une perquisition ordonnée par le juge Alphen en 1998, contenaient plusieurs références codées à un contact désigné par les initiales PB. Dans l'une des entrées datée du 12 novembre 1997, elle notait
Déjeuner avec PB, discussion sur le circuit parallèle, accord sur les modalités de sécurisation. Une autre mention du 28 janvier 1998 était encore plus explicite. PB inquiet demande garantie écrite, refuse tout lien direct avec RD. Lorsque les enquêteurs confrontèrent Christine Devier-Joncourt à ses notes en juin 2008, elle nia d'abord toute connaissance de l'identité réelle de PB. Puis, sous la pression, elle finit par admettre qu'il s'agissait bien de Pierre Berger, mais affirma qu'il n'avait joué qu'un rôle de conseil, sans implication financière directe. Cette déclaration, enregistrée lors d'un interrogatoire de 6 heures au tribunal de grande instance de Paris, constituait le fondement de l'accusation de faux témoignage. Car dans une déposition antérieure, en mai 2007, elle avait juré n'avoir jamais rencontré Berger en dehors de contextes mondains, sans aucun lien avec l'affaire des frégates. Le parquet ouvrit donc une instruction contre elle pour parjure. Mais la situation prit une tournure inattendue lorsque le juge Courroy, réputé pour son indépendance, décida d'étendre l'enquête à Pierre Berger lui-même. La décision fut annoncée le 23 octobre 2008, provoquant un tollé politique sans précédent. Comment un juge pouvait-il oser poursuivre un ministre en exercice nommé par le président de la République sans autorisation préalable du gouvernement? La Constitution française protège normalement les ministres contre de telles poursuites. Seule la Cour de justice de la République peut les juger pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Mais Courroy avait trouvé une faille juridique. Les faits reprochés à Berger remontaient à une période où il n'était pas membre du gouvernement. Techniquement, il s'agissait d'actes commis en tant que citoyen privé, même s'ils concernaient sur des affaires d'État. L'argument était audacieux, presque téméraire. La presse se déchaîna. Les journaux de gauche saluèrent le courage du juge. Les publications conservatrices dénoncèrent une dérive judiciaire. Le Monde publia une tribune signée par 27 professeurs de droit constitutionnel, divisés sur la légitimité de la procédure. Libération fit paraître une enquête sur les liens entre Berger, le milieu culturel parisien et les réseaux d'influence liés au contrat d'armement. Le Figaro, plus prudent, se contenta de rappeler les règles de la séparation des pouvoirs. Au sein du gouvernement, la panique était palpable. Le Premier ministre convoqua une réunion d'urgence à Matignon, le 25 octobre, en présence du garde des Sceaux et du secrétaire général de l'Élysée. Les comptes rendus de cette réunion, partiellement révélés en 2015, montrent une ligne de défense claire. Discréditer le juge Courroy, remettre en cause la fiabilité de Christine Devier-Joncourt et surtout empêcher toute audition publique de Pierre Berger. La stratégie reposait sur un principe simple, étouffer l'affaire avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais quelqu'un, quelque part, avait décidé que la vérité devait éclater. La décision tomba le 23 novembre 2008 à 15h37 dans une salle d'audience du palais de justice où les photographes n'eurent pas le droit d'entrer. Le tribunal correctionnel de Paris prononça un verdict qui résonna comme une onde de choc dans les couloirs du pouvoir français. Pierre Berger, alors conseiller culturel officieux du gouvernement et proche confident du président Nicolas Sarkozy, fut reconnu coupable de faux témoignages sous serment. L'homme qui avait bâti un empire sur la mémoire d'Yves Saint-Laurent, celui dont le carnet d'adresses contenait les numéros directs de 3 chefs d'État européens, se tenait debout devant la cour, le visage impassible, tandis que la juge Françoise Martre énonçait les attendus du jugement, 8 mois de prison avec sursis. 3 000 € d'amende, mais surtout, la reconnaissance officielle que son témoignage du 12 juin 2003 avait été une construction délibérée, une manipulation destinée à orienter l'enquête vers une piste qui n'existait pas. Les attendus du jugement que le Canard enchaîné publia dans son édition du 26 novembre contenaient une phrase qui fit trembler les murs de plusieurs ministères. Le prévenu a sciemment altéré la vérité sur des faits dont dépendait la décision de la justice, dans une affaire touchant à la sécurité de l'État. Ce que le verdict ne disait pas, ce que les journaux ne pouvaient pas publier sans risquer des poursuites pour diffamation, c'était la raison pour laquelle le parquet avait attendu 5 années entières avant de déclencher cette procédure. Dans les archives du ministère de la Justice, un document classifié porte la mention « Ne pas communiquer avant 2035 ».
Il s'agit d'une note rédigée par le directeur des affaires criminelles et des grâces, datée du 4 septembre 2003, soit 3 mois après le témoignage contesté. Cette note, dont des fragments furent divulgués anonymement à un journaliste de Libération en 2016, contient cette phrase glaciale: l'ouverture d'une instruction contre Monsieur B pourrait entraîner des révélations sur le financement de 3 campagnes électorales majeures entre 1988 et 1995. Recommandation: attendre une alternance politique. L'alternance survint avec l'élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007. Mais même alors, le dossier resta bloqué pendant 17 mois supplémentaires, parce que Pierre Berger n'était pas seulement un témoin défaillant dans une vieille affaire de corruption. Il était devenu, entre-temps, le coordonnateur officieux de la politique culturelle française en Afrique du Nord. Son nom apparaissait sur des contrats de coopération avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Des contrats où les sommes en jeu se chiffraient en dizaines de millions d'euros. La véritable raison du procès ne résidait pas dans un souci tardif de justice. Elle se trouvait dans un autre dossier, apparemment sans rapport, qui atterrit sur le bureau du garde des Sceaux Rachida Dati au printemps 2008. Un rapport de la Cour des comptes, jamais publié, révélant des irrégularités massives dans l'attribution de marchés publics culturels en Méditerranée. Le nom de Pierre Berger y apparaissait à 17 reprises, non comme suspect, mais comme intermédiaire, comme celui qui ouvrait les portes, qui facilitait les rencontres entre décideurs français et potentats locaux. Quelqu'un, au sommet de l'État, avait décidé qu'il fallait couper ce lien avant qu'il ne devienne toxique. La condamnation pour faux témoignage était le moyen le plus élégant de le neutraliser sans ouvrir la boîte de Pandore des relations franco-africaines. Un sacrifice calculé, une opération chirurgicale politique. Le soir du verdict, Pierre Berger donna une conférence de presse dans les salons de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, avenue Marceau. Face à une trentaine de journalistes, il lut une déclaration préparée où il affirmait respecter la décision de justice, tout en maintenant que son témoignage initial reflétait sa perception sincère des événements. Mais ceux qui le connaissaient bien remarquèrent quelque chose d'inhabituel dans son attitude. Lui, l'homme au verbe acéré, qui n'avait jamais reculé devant une polémique, semblait étrangement résigné, comme s'il savait que cette condamnation n'était que la partie visible d'un arrangement beaucoup plus complexe. 3 semaines plus tard, il démissionna discrètement de tous ses postes officiels liés aux institutions culturelles d'État. Ses fonctions informelles, ses rôles de conseiller, s'évaporèrent sans communiquer, sans explication. Le Quai d'Orsay cessa de l'inviter aux réceptions diplomatiques. Son nom disparut des listes d'invités au voyage présidentiel. Une mise à l'écart en douceur, orchestrée avec cette élégance particulière que la République française réserve à ceux qui en savent trop. Mais Pierre Berger n'était pas homme à se laisser effacer sans laisser de traces. Dans les mois qui suivirent sa condamnation, plusieurs journalistes d'investigation reçurent des documents anonymes concernant le financement des partis politiques dans les années 90, des photocopies de relevés bancaires, des notes manuscrites, des agendas, rien qui puisse être directement relié à lui, mais suffisamment précis pour relancer des enquêtes que l'on croyait enterrées. L'avocat qui avait défendu Christine de Viège-Joncourt pendant toutes ces années, maître François Gibault, déclara lors d'une émission sur France Culture en janvier 2009 : « Ce procès a révélé ce que nous savions depuis le début. Dans cette affaire, personne ne dit toute la vérité, parce que la vérité complète impliquerait de reconnaître que le système tout entier est bâti sur des arrangements, des services rendus, des silences achetés. Pierre Berger n'est ni plus ni moins coupable que les 20 autres témoins de ce dossier. Simplement, à un moment donné, on a eu besoin qu'il paie. » Le dossier Elf, qui avait commencé comme une enquête sur la corruption dans une compagnie pétrolière, s'était transformé en radiographie impitoyable du pouvoir français. Chaque procès, chaque condamnation soulevait un nouveau voile, révélait une nouvelle strate de compromission. Et au centre de cette toile, un mensonge fondateur, l'idée que la justice pouvait vraiment atteindre ceux qui tissaient les fils dans l'ombre. Le dossier de Pierre Berger fut refermé ce jour-là dans la discrétion la plus totale, comme si les autorités judiciaires espéraient que l'affaire s'évanouirait dans les méandres bureaucratiques de la République. La condamnation resta symbolique, presque dérisoire face à l'ampleur du mensonge prononcé sous serment.
Quelques mois de prison avec sursis, une amende que l'homme pouvait régler d'un simple chèque, et surtout, aucune conséquence politique véritable. Les ministres continuèrent à la terre de le recevoir dans leurs bureaux lambrissés. Les journalistes sollicitèrent encore ses opinions sur l'art et la culture, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, dans les archives du tribunal subsistent les traces de cette vérité embarrassante. Des centaines de pages de procès-verbaux démontrent comment un homme de pouvoir tenta de manipuler la justice française pour protéger ses intérêts financiers dans le monde de l'art. Les témoignages contradictoires, les expertises ignorées, les pressions exercées sur les témoins forment un tableau sombre de la corruption ordinaire qui gangrène parfois les plus hautes sphères. Certains avocats impliqués dans l'affaire reçurent par la suite des promotions inattendues. D'autres disparurent du Barreautheater du barreau parisien sans explication convaincante. Les documents relatifs aux transactions réelles concernant les œuvres d'Yves Saint-Laurent ne furent jamais entièrement dévoilés au public, classés sous le sceau du secret des affaires. La question demeure aujourd'hui sans réponse définitive. Combien d'autres témoignages mensongers furent prononcés dans des salles d'audience sans être détectés? Combien de vérités judiciaires furent tordues par ceux qui possèdent l'argent et les relations nécessaires pour échapper aux conséquences de leurs actes? L'affaire Berger illustre cette zone grise où le pouvoir culturel, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire se confondent dangereusement. Elle révèle les limites de la justice lorsqu'elle affronte les élites protégées par des décennies de réseaux et d'influences croisées. La vérité complète restera probablement classifiée dans des dossiers inaccessibles, protégés par le temps et l'oubli organisé. Nous vous remercions d'avoir suivi cette enquête jusqu'à son terme. Si cette investigation vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vérités dissimulées derrière les façades du pouvoir. Laissez un pouce bleu si vous pensez que ces histoires méritent d'être racontées et partagez en commentaire votre opinion sur cette affaire troublante. Pensez-vous que la justice française traite tous les citoyens de manière égale ou existe-t-il réellement deux poids, deux mesures selon votre carnet d'adresses ?